Madame, Monsieur, bonjour. Membre du gouvernement depuis un peu plus de 3 ans, la Landaise Geneviève Darrieussecq est aujourd'hui la seule ministre représentant l'Aquitaine. Ex-maire de Mont-de-Marsan, ex-députée MoDem, Geneviève Darrieussecq trace son chemin, prépare les élections régionales tout en ayant, en tant que médecin, un œil sur la crise sanitaire. Geneviève Darrieussecq, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors je le disais, vous êtes ministre, vous êtes médecin. Les décisions prises ces dernières semaines, ces derniers mois par le gouvernement concernant le coronavirus mettent-elles parfois mal à l'aise le médecin justement que vous êtes ? Non. Non, parce que ce sont des décisions qui suivent d'abord l'état sanitaire au plus près. Et je pense que la gestion est intelligente parce que ce qui est dit, c'est que on s'adapte à chaque territoire et on s'adapte à l'évolution de l'épidémie dans ce territoire, c'est-à-dire dans ce département ou dans cette région. Et les mesures peuvent être différentes d'une autre région. Et je crois que ça, c'est vraiment cette souplesse, le fait de pouvoir être réactif de façon locale. Moi, je trouve que c'est une grande intelligence, au contraire. Cette crise est nouvelle, évidemment, il était difficile de l'anticiper. Est-ce qu'il y a eu par moment, mais là encore avec votre regard de médecin, est-ce qu'il y a eu des incohérences ? Des incohérences, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité par rapport à ce virus que, d'abord, on a tous découvert en début d'année, qui nous a beaucoup interpellés et surtout qui a changé radicalement notre vie avec le confinement complet. Et vraiment, les Français ont fait ça de façon absolument extraordinaire. Et puis, nous avons vu cet été, en fait, on a l'impression de lui courir après. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de prévention, pas de vaccin, pas de traitement non plus. Ça veut dire que les mesures également courent un peu après le virus, arrivent parfois avec décalage ? Les mesures préventives les meilleures, c'est le port du masque, c'est la distanciation, c'est le lavage des mains. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'au début, ce n'étaient pas les mesures annoncées. Le port du masque n'était pas annoncé comme une mesure extrêmement importante. Il y a eu très certainement au début de la crise, au tout début de la crise, des messages qui étaient peut-être différents, liés aussi peut-être à la méconnaissance du virus et aussi au fait que nous n'avions pas cette culture du masque et de ses protections. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces mesures-là sont des mesures préventives, bien entendu. Mais l'évolution de cette épidémie, elle est assez curieuse. Elle est importante maintenant, mais peut-être un petit peu différente par son mode de contamination par rapport au printemps dernier. Donc il faut en permanence que nous soyons vigilants, que nous soyons efficaces dans les mesures que nous prenons de prévention et que chacun se sente totalement responsable du résultat collectif de cette maîtrise de l'épidémie. À ce stade, et étant donné votre position donc, au sein du gouvernement, est-ce que l'Aquitaine, est-ce que la Nouvelle-Aquitaine, est-ce que notre région doit aujourd'hui s'inquiéter d'une évolution à nouveau négative ? La Nouvelle-Aquitaine, on le voit bien sur les cartes, tout au moins le sud-sud-ouest est bien sûr impacté par cette épidémie. C'est vrai que l'été a été... il y a eu beaucoup de fréquentation, il y a eu beaucoup de brassage de population. Est-ce que cela a été favorisant ? Très certainement. Est-ce qu'on a été trop laxiste en Aquitaine ? Pas été trop laxiste. Je pense que nous avons eu, et c'est heureux pour nos commerçants, des afflux de touristes, qu'il y a eu beaucoup de brassage de population, donc de gens qui se sont rencontrés et dans des lieux où les choses ont pu, les transmissions ont pu être favorisées. Mais je veux dire, ne culpabilisons personne, les choses sont ainsi, donc nous sommes dans des situations épidémiques qui augmentent et il faut que nous ayons la vigilance de prendre toutes les mesures nécessaires pour maîtriser cela. Vous parliez de certaines professions, vous parliez des commerçants. Les bars à Bordeaux ont l'obligation, depuis lundi dernier, de fermer à 22h, ce qui est évidemment très compliqué pour ces établissements. Regardez ce reportage de Julie Chapman et Camille Becchetti. C'est le signal, celui d'une dernière gorgée en vitesse pour profiter des quelques minutes restantes. Aux terrasses des bars bordelais, c'est la surprise parmi certains clients. Les plus prévoyants sont venus en avance. C'est nécessaire, c'est normal, c'est les règles et on les suit. On s'adapte. Ouais. Je crois que l'adaptation, c'est le maître mot du moment.
Chaises empilées et tables nettoyées, en quelques minutes, les trottoirs sont vidés. Tout se déroule dans le calme, mais la mesure ne fait pas l'unanimité. C'est pas vraiment que ça m'embête, mais disons qu'on voit qu'il y a vraiment des priorités entre les loisirs et le fait d'aller travailler derrière, quoi, parce qu'on voit que les bars ferment à 22h, mais par contre tous les transports en commun et tous les moyens qui nous permettent d'aller travailler ou faire des études ou quoi que ce soit, ça reste quand même ouvert. Après un été plutôt bon, c'est un nouveau coup dur pour ce bar. L'équipe a déjà été réduite. Un serveur parti à la rentrée n'a pas été renouvelé. Les gens, ils dépensent plutôt après 22h. Ils ont envie de faire la fête et donc ils consomment beaucoup plus après 22h. Donc on travaille plus longtemps en journée, mais il n'y a pas forcément beaucoup de chiffres, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent dans les bars la journée. Donc c'est compliqué. Geneviève Darrieussecq, y a-t-il des moments difficiles, enfin on le voit, des moments difficiles pour ces commerçants, y a-t-il des injustices dans ce cadre, cette crise sanitaire, en fonction des professions ? Je ne crois pas qu'il y ait des injustices. Je crois qu'il y a des situations, et des situations qui sont peut-être plus favorisantes pour la transmission du virus. Et que toutes ces mesures sont prises pour la protection du plus grand nombre. Alors moi, je comprends parfaitement les restaurateurs, je comprends parfaitement les patrons de bars, parce qu'ils aiment leur métier tout simplement et qu'ils ont envie, bien sûr... Puisqu'ils en ont besoin pour vivre. Mais je dis, ils aiment leur métier, en plus du fait économique, ils aiment leur métier. Il y a quand même beaucoup de soutien qui est mis en œuvre, d'accompagnement qui est mis en œuvre par le gouvernement, pour ces professions en particulier. Chômage partiel pris en charge à 100%, soutien sur les charges qui vont aller jusqu'à 10 000 euros. Enfin, il y a beaucoup de soutiens mis en œuvre, et je pense qu'ils ont tous été très satisfaits des soutiens qui ont eu lieu pendant le confinement. Et c'est vrai que là, ils souhaiteraient tout simplement pouvoir travailler tranquillement. Malheureusement, ce virus nous poursuit pour l'instant. Il faut, je crois, l'accepter. Vous avez vu vendredi matin Philippe Etchebest, le chef bordelais, qui a appelé à manifester aussi une colère en disant qu'en faisant du bruit pour ne pas mourir, en dépit des aides, visiblement, ça ne suffit pas. C'est ce que veulent dire les restaurateurs. Ils ont été reçus par le Premier ministre. Moi, je crois qu'il faut continuer de dialoguer. Peut-être qu'il y aura des solutions qu'ils vont proposer qui pourront, mises en œuvre, être satisfaisantes pour limiter les risques de propagation virale. En tout cas, voilà, il faut que nous poursuivions d'avancer main dans la main, malgré les difficultés. L'État sera là en soutien pour les professions très impactées. Si certaines professions ont des propositions, eh bien, nous sommes bien sûr prêtes à les écouter. Mais surtout, il ne s'agit pas ni de sanctionner, ni de culpabiliser une profession. Il s'agit tout simplement de protéger le maximum de nos concitoyens, et notamment les personnes les plus fragiles, et de faire en sorte que nos hôpitaux ne se retrouvent pas dans la situation absolument cataclysmique dans laquelle ils se sont retrouvés, notamment si tous les hôpitaux de France se retrouvent dans la situation des hôpitaux de l'Est, par exemple du Grand Est et de l'Île-de-France de ce début d'année, nous serions dans une situation catastrophique. À ce sujet, est-ce qu'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé au printemps concernant les hôpitaux, justement ? Est-ce qu'on est en mesure de faire face à une nouvelle crise en ayant plus de lits pour accueillir les patients, les malades ? Est-ce qu'on a tenu compte de l'expérience de la vague du printemps dernier ? Oui, le retour d'expérience a été réalisé. Bien entendu que cette expérience est utile et que, par exemple, les montées en capacité pour avoir des lits de réanimation supplémentaires sont là et pourront être mises en œuvre. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a d'autres maladies que le Covid. Il y a des patients qui attendent des opérations, des interventions, des traitements et qui ont vraiment besoin de place à l'hôpital également. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que nos hôpitaux ont besoin de chaque fois s'adapter. Donc, quand il y a une grosse crise, on arrête tout le fonctionnement habituel et on s'adapte. Et toutes ces transformations successives sont des à-coups qui ne sont pas bons pour le fonctionnement hospitalier régulier. Une question plus personnelle, je l'ai dit, vous êtes médecin, vous venez de parler de cette situation avec votre regard de médecin, mais en tant que ministre, est-ce que vous auriez préféré vivre cette crise, travailler dans le cadre de cette crise, plutôt avec le ministre de la Santé et non pas avec le ministre des Armées ? Moi, j'ai travaillé beaucoup avec la ministre des Armées pendant cette crise.
où nous n'avons pas été les bras croisés. Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il y a des hôpitaux militaires qui prenaient en charge des patients atteints de Covid, qui eux aussi ont multiplié leur capacité de réanimation par 3, qui ont été très actifs dans le soutien à cette crise sanitaire. Il y a également tout ce qui a été mis en œuvre, par exemple à Mulhouse avec l'hôpital de campagne, enfin l'ensemble de réanimation qui a été déployé, tout le soutien dans les évacuations sanitaires qui ont été faits par les armées. Donc franchement, nous avons eu aussi des sujets avec le service de santé des armées et la mobilisation qui a été nécessaire dans cette crise aiguë nationale. Donc j'ai été très occupée. Je le rappelle, vous êtes aujourd'hui ministre délégué donc à la mémoire et aux anciens combattants. Vous travaillez aux côtés donc de la ministre des Armées, Florence Parly. Vous étiez précédemment secrétaire d'État. Avec le nouveau gouvernement Jean Castex, vous êtes devenu ministre délégué. Ça change quoi ? Écoutez, c'est un titre supplémentaire. Alors, une reconnaissance du travail accompli précédemment ? Je pense que c'est une reconnaissance du travail accompli. C'est aussi, pour le monde combattant, une marque de considération. Les anciens combattants sont très satisfaits d'avoir un ministre et avec le titre et la délégation bien inscrite. Et puis ensuite, sur ce que je fais au quotidien auprès de Florence Parly, j'ai des missions très importantes qui dépassent largement le monde combattant et la mémoire. Mais la mémoire est un pan majeur, bien sûr, de mes attributions. Mais je m'occupe aussi de toute la jeunesse. Je m'occupe également de la culture, tous les musées qui sont reliés à notre ministère, du service de santé des armées, bien entendu, du schéma de développement durable des sites militaires. Donc, si vous voulez, j'ai une palette de responsabilités et de missions qui m'ont été confiées par Florence Parly, qui sont très importantes et font de moi que je suis relativement occupée. Alors justement, on a vu cette semaine arriver les arbitrages concernant les budgets. Sauf erreur de ma part, votre budget de votre ministère a diminué. Alors mon budget a diminué effectivement de 69 millions, mais il diminue tous les ans. Et cette année, la diminution est peu importante. Il diminue tout simplement parce que, il y a une diminution du nombre des anciens combattants tous les ans, parce que beaucoup sont âgés et puis malheureusement nous quittent. Et c'est un budget qui est un budget en fait de reconnaissance et de réparation, qui comprend notamment la plus grande partie du budget, ce sont les pensions militaires d'invalidité pour les grands invalides après des conflits, et l'autre, la retraite du combattant. Et donc, s'il y a moins de personnes qui reçoivent ces pensions, forcément, le budget diminue. Mais mon budget mémoire a augmenté de 60%, donc ça, pour moi, c'est très, très important. Et le budget des armées, lui, c'est un budget très important, 39 milliards. C'est le deuxième budget de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, étant donné justement la situation sanitaire et économique du pays, est-ce qu'il est encore raisonnable d'avoir un budget aussi important pour les armées ? Est-ce qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'autres priorités ? Je crois que plus que jamais, il est important d'avoir un budget qui se consolide au fur et à mesure des années et qui respecte la loi de programmation militaire qui a été votée en 2018. Je rappelle que c'est la 4e année consécutive qu'il y a une augmentation, ce sera l'année prochaine la 4e année consécutive qu'il y aura une augmentation du budget des armées. Nous partions de loin, nous partions d'une situation relativement dégradée puisqu'il y avait eu un livre blanc en 2008, des déflations d'effectifs, une moins grande attention portée à nos armées. Le président de la République, compte tenu du contexte international, du contexte de sécurité dégradée, et aussi du contexte des nouveaux conflits qui sont à prendre en compte, par exemple la cyberdéfense, qui va être un des conflits majeurs potentiels du XXIe siècle, le président de la République a souhaité monter en puissance nos armées. C'est fait, les choses ont été dites, elles sont réalisées au fur et à mesure. Et bien sûr, cela nous permet, outre d'investir massivement dans des équipements neufs pour nos militaires, ça nous permet également de pouvoir recruter dans des domaines sensibles comme la cybersécurité et le renseignement. Et cela nous permet également de pouvoir faire ce que nous appelons des politiques à hauteur d'hommes et de femmes avec un plan famille, c'est-à-dire du soutien aux familles, du soutien social, du soutien à l'hébergement de nos militaires. Donc vraiment, nous sommes dans quelque chose qui s'occupe des hommes et des femmes et qui s'occupe aussi de leur équipement et de leur équipement majeur.
Donc c'est une remontée en puissance nécessaire pour le pays. À ce sujet, est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui la commande par l'État français un certain nombre de Rafales? On parle de 18 Rafales. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Alors à l'heure actuelle, il est prévu dans la loi de programmation militaire à une échéance plus éloignée la commande de Rafales pour l'armée française. Mais l'échéance est beaucoup plus éloignée. Moi, ce nombre, je me réjouis pour les Rafales, c'est qu'il y a des commandes grecques de cet avion qui enfin va être un avion adopté par un pays européen. Et cette commande... Est-ce que ce n'est pas au détriment justement de l'armée française? Est-ce que ces Rafales qui étaient prévus pour la France ne partent pas à l'étranger aujourd'hui? Est-ce que la France ne se met pas en retard en termes de commande de Rafales? La France ne sera pas en retard. Ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à faire fonctionner en permanence la chaîne de production de Rafales, afin de garder toutes les compétences et de faire en sorte que Dassault et puis tout ce qui équipe les Rafales, Thales et tous les industriels qui sont sur ce magnifique avion, continuent à produire cet avion à un rythme régulier, que ce soit du développement de l'export ou que ce soit bien entendu des commandes françaises. L'important est de stabiliser ces flux de construction de Rafales. Puisqu'on parle aéronautique, et cette fois-ci aéronautique mais civile, vous êtes membre de l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine, vous avez un regard sur notre région. Faut-il supprimer la navette Air France entre Bordeaux et Orly? C'est un sujet qui est effectivement discuté, non seulement discuté, mais peut-être mis en œuvre. C'est vrai que le TGV est bien, 2 heures entre Montparnasse et Paris et Bordeaux, pardon. Vous, votre sentiment, personnellement? Moi, mon sentiment personnel, c'est qu'il faut plusieurs usages. Et qu'il y a des usages d'avions, pour Orly en particulier, qui sont intéressants, et que s'il y a un marché commercial, alors peut-être pas à la fréquence, il n'y a plus la fréquence de la navette qui existait auparavant, mais qu'il faut maintenir quelques vols, parce que tout le monde ne va pas à Paris d'abord, quand on arrive à Orly, et ensuite pour notre tissu économique, pour toutes les personnes qui ont besoin de modes de déplacement simples, je pense qu'il faut quand même maintenir des vols. Par contre, bien entendu, le TGV est tout à fait pratique. On parle de la région, on va aussi parler des élections régionales. C'est pour mars prochain, mais c'est demain. Vous avez un regard sur cette région, vous l'aimez cette région? L'Alliance La République En Marche, MoDem, fonctionne plutôt bien au niveau national, semble-t-il. Emmanuel Macron, François Bayrou. Est-ce que c'est une alliance qui peut fonctionner pour les régionales en Nouvelle-Aquitaine? Écoutez, j'espère que la majorité présidentielle sera complètement unis pour partir dans cette élection régionale. Après, moi, j'aimerais bien voir l'élection régionale plutôt à l'aune de la région, des intérêts de la région, de ce qu'il faut mettre en œuvre dans la région, des capacités que nous aurions à pouvoir renouveler cette région en termes d'hommes et de femmes, en termes de portage de projets pour la région, plutôt qu'en termes d'étiquettes politiques. Alors on va s'éloigner des étiquettes politiques, mais on va parler des femmes et des hommes. Est-ce que ce défi vous intéresse? Est-ce que vous avez envie de relever ce défi et d'être candidate pour les élections régionales? Vous savez, c'est quand même très simple. D'abord, c'est ma région, l'Aquitaine et maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Comment dire, je suis un peu dans la peau, cette région. J'y habite depuis toujours. Le mandat régional, ça a été mon premier mandat d'élu politique en 2004. J'ai passé 12 ans au conseil régional, sous la présidence d'Alain Rousset d'ailleurs, qui était déjà là en 2004 depuis un mandat. Il était là depuis 1998. Donc j'ai passé 12 ans au conseil régional comme élu. J'ai été élu maire d'une préfecture d'un département régional, Mont-de-Marsan. Je crois que je connais toutes les strates de collectivités territoriales dans une région que j'aime et dans une collectivité, la région, l'échelon régional, qui est vraiment une collectivité passionnante. Passionnante parce qu'on fait de l'aménagement du territoire, parce qu'on porte des politiques. Ça amène quelle conclusion? Donc,
quand le Premier ministre et le Président de la République nous ont demandé de nous investir, ont demandé à leur ministre de s'investir dans ces élections, je leur ai dit que j'étais totalement disposée et motivée pour relever ce défi. Pour être donc candidate, pour porter les couleurs du MoDem, du centre ou plus largement pour cette élection régionale ? J'ai été motivée en tant que ministre, membre du gouvernement, pour porter cette élection sur cette terre où d'ailleurs les armées ont, je dois le dire, une présence forte, armée de l'air, armée de terre, industrie de la défense, enfin, j'y viens souvent, moi, pour voir des unités, donc je me rends compte sur ce terrain aussi que l'importance qu'a l'Aquitaine et la Nouvelle-Aquitaine dans mon ministère, mais j'ai dit au Président de la République, au Premier ministre, que j'étais à leur disposition. Je pense que quand quelqu'un sera désigné de façon tout à fait officielle, eh bien, il faut qu'il ait les mains libres pour pouvoir rassembler le plus possible, parce qu'une élection, on n'y va pas pour participer, on y va pour gagner. Et justement, c'est prendre le risque. Vous êtes aujourd'hui membre du gouvernement, participer, être candidate pour cette élection régionale. En cas de défaite, ça voudrait dire quitter le gouvernement. Vous êtes prête à prendre ce risque ? Écoutez, j'arrive à une période de ma vie où, en fait, moi, j'ai encore beaucoup d'allant, j'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de pugnacité, mais je ne suis pas du tout dans le calcul du combat d'après. D'ailleurs, je ne l'ai jamais été. C'est peut-être la différence avec beaucoup d'autres. Je n'ai jamais été dans les stratégies d'après et dans les stratégies de carrière politique. Donc, je pense que moi, j'ai envie d'y aller. J'ai la motivation, j'ai la connaissance du terrain, j'ai la connaissance de la région, de la société, Ça veut dire que vous attendez quoi ? Le feu vert du Président de la République ? J'attends qu'il y ait effectivement une décision prise sur le plan national, qui sera prise, j'imagine, aussi pour les autres régions en même temps. Quel est le calendrier ? Quelle sera l'échéance ? Je n'ai pas de calendrier à vous donner. Et quand on parle de Jean-Baptiste Djebari, qui est secrétaire d'État également dans ce gouvernement, qui pourrait être intéressé par cette même candidature, comment ça va se passer ? D'abord, je pense qu'il n'est pas secrétaire d'État, qu'il est ministre délégué. Vous avez raison, il est devenu ministre délégué également. Oui. Vous avez bien fait de rectifier. Voilà. C'est important par rapport aux deux candidatures, ce que vous venez de signaler ? D'accord. Pas du tout. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout en concurrence avec Jean-Baptiste Djebari. Nous avons peut-être deux approches différentes, d'ailleurs, je n'en sais rien. Ensuite, certainement, deux profils différents. Ensuite, deux évolutions de carrière différentes. Mais tout ceci, moi, j'attends. J'ai dit quelle était non seulement ma motivation, mon envie et la stratégie dans laquelle je souhaiterais aller. Et nous saurons ça très bientôt. Vous parliez d'Alain Rousset, président de région, qui sera candidat également en mars prochain. Quel regard portez-vous sur son bilan, justement, à la tête de la région ? Bon, nous aurons le temps d'en parler. Je pense qu'Alain Rousset, bien entendu, a fait de bonnes choses sur le plan du développement économique, dans certains domaines où il a impulsé avec la région des réussites, je pense vraiment. Et puis, après... Moi, je pense qu'en termes d'aménagement du territoire, tout cela a été très moyen. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai porté pendant beaucoup, beaucoup d'années quand j'étais au Conseil régional. Mais bon, je dirais tout ceci si vraiment, dans les mois à venir, nous aurons le temps de détailler tout ça. Ce qui m'inquiète un peu, ça ne m'inquiète pas d'ailleurs en général, mais pour tous les candidats potentiels et pour tous les organismes politiques qui travaillent en ce moment à cette élection, c'est que je pense que pour l'instant, cette élection n'intéresse personne. Je veux dire personne, nos concitoyens, qui sont inquiets du coronavirus, qui sont inquiets de la crise économique et sociale qui arrive et qui risque d'être forte. Et là, le Conseil régional a une part très importante à prendre dans ce plan de soutien et de relance que le gouvernement met en œuvre. Il nous reste 1 minute dans cette émission. J'aimerais votre réaction sur l'École nationale de la magistrature, basée à Bordeaux. Comme vous le savez, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, avait souhaité à une certaine époque fermer cette école. En fait, il a décidé récemment de préconiser la nomination d'une avocate à la tête de cette école, ce qui n'est pas forcément bien vécu par les magistrats. Que pensez-vous de cette décision ? C'est un bon choix ? Pourquoi pas ? Écoutez, moi je pense surtout qu'il faut que tout le monde se parle et ne reste pas sur des positions clivantes, crispées. Pourquoi le garde des Sceaux a proposé une avocate ? C'est une provocation ?
Non. Pourquoi les magistrats récusent le fait qu'une avocate pourrait être en capacité de diriger cette école? Franchement, il faut qu'ils se parlent et je pense qu'en fait, tous veulent la même chose. Une justice qui a les moyens, ce qui va être le cas un peu cette année puisque le budget de la justice augmente de 8%. Une justice qui évolue aussi, c'est ce que souhaite le garde des Sceaux, avec une justice de proximité qui soit plus active, plus réactive, et puis je crois une justice indépendante, mais ça, c'est ce que nous souhaitons tous dans un pays démocratique. Geneviève Darrieussecq, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée. Excellent après-midi. Merci. On va rester